Bonjour Eric, alors la réflexion s'est poursuivie dans le cadre d'un comité de réflexion de l'AMF sur le thème la commune du 21e siècle. On a pu voir les fruits du travail de ces commissions et il est apparu que le maire reste un repère dans un monde instable. Ce comité dont vous avez été le membre était orienté sur le renforcement des libertés locales, sur la confiance dans les projets locaux portés par les maires au service de leurs concitoyens. On ne présente pas Éric Orsena, l'écrivain voyageur, qui a publié récemment un livre sur les villes, Désir de ville, mais aussi l'économiste, plus géographe d'ailleurs qu'économiste, mais aussi, et on a parlé de vous, Éric, hier, parce qu'on avait un débat sur la culture, avec ce rapport que vous avez remis sur les bibliothèques et la lecture publique, Voyage au pays des bibliothèques, lire aujourd'hui, lire demain. Et puis Éric Orsena, c'est aussi le conseiller d'État, passionné par les institutions, par leur fonctionnement. C'est aussi l'homme des fleuves. Et on connaît votre combat pour l'eau. C'est aussi l'ambassadeur de l'Institut Pasteur. Et aujourd'hui, l'ambassadeur des maires, avec un axe, un point commun, qu'il s'agisse de l'eau, qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse des territoires, vivre ensemble, un axe de vie. Et Éric Orsena, merci, et vous allez peut-être rejoindre... Non, on parle... D'accord. Trop impressionnant. Pas de pupitre. Trop impressionnant. Merci de votre confiance, merci. Et merci aux représentants du mouvement sportif. Parce qu'il se trouve que mon père était vice-président de la Fédération d'aviron, dont Denis était le président. Et je dirais à Tony que depuis 3 ans, je pratique le kayak. Merci à lui. Donc, rien n'est perdu. On n'est pas nombreux à l'Académie à faire du kayak, même si c'est en K2. Mais on a quand même descendu la Durance. Tu vois ? Alors, un romancier immense ou tout petit, mais digne de ce nom, doit se faire reporter. Si vous en doutez, lisez Choses vues de Victor Hugo, puis Carnet d'enquête d'Émile Zola. C'est dans cette perspective, pour tenter de grandir beaucoup comme romancier, mais d'abord comme citoyen, que j'ai mené l'enquête. Le président de la République et la ministre de la Culture m'en avaient fourni une nouvelle occasion en me confiant la plus belle des ambassades, celle de la lecture publique. Après avoir 15 ans durant parcouru la planète pour essayer de comprendre un petit peu ce que c'était que cette mondialisation, je suis revenu chez nous. Heureux qui, comme Ulysse, j'ai visité 100 bibliothèques et médiathèques de toute taille, dans toutes les communes, plus de 50 communes de toute taille. Alors je crois, il faut que vous sachiez que le réseau des médiathèques et des bibliothèques, c'est 17 000 institutions partout en France, qui accueillent 27 millions de Français chaque année, et la moitié, pas pour des livres, pour être ensemble, toutes générations confondues. Alors qu'ai-je vu dans ce reportage? Et qui ai-je vu? Alors, vous savez, mon sentiment, ma conviction, figurez-vous qu'il faut commencer par l'évidence, et c'est vous que j'ai vu partout en première ligne. Vous, les maires et leurs équipes. Car c'est vous qui tenez la Maison France. Sans vous, et j'ai réfléchi un peu aux mots, sans vous, sans la générosité de votre implication, qui est à la fois proche, générale et quotidienne. Sans vous, je n'ose imaginer ce qui resterait de notre société. Mais pour comprendre, il ne suffit pas de voir, il faut tendre l'oreille. Alors, qu'ai-je entendu de Saint-Véran, la plus haute commune d'Europe, jusqu'au bord de la mer, chez moi en Bretagne? J'ai entendu partout l'expression de la passion et partout du désarroi, partout de l'enthousiasme pour la mission d'élu, partout de l'inquiétude ou de la colère, ou des deux, face aux bannières d'exercer cette responsabilité aujourd'hui.
Chacun sait que le système ancien ne pouvait perdurer. Lorsque les ressources se font plus rares en même temps que se font plus difficiles et plus larges les défis à relever, chacun admet qu'il faut unir ses forces et mutualiser les moyens. Chacun sait aussi que les territoires ont été longtemps laissés à eux-mêmes. Pourquoi avoir abandonné la Datar? Pensait-on que les dynamiques de la modernité remplaceraient par magie une ambition nationale? S'il y a une chose que j'ai constatée partout dans le monde, c'est celle-ci: la géographie est une volonté. Réformer donc, mais pourquoi et pour qui? Vers quelle société voulons-nous avancer? Premier exemple, les intercommunalités. Qui contestera leur utilité, messieurs et mesdames les présidents, présidentes? Mais ce que nous allons gagner en rationalité économique, ne l'avons-nous pas déjà perdu en proximité humaine? Vieil ami de l'Afrique, je me rappelle la sagesse de cher Hamidou Kane et sa question: ce que nous allons apprendre vaudra-t-il ce que nous allons oublier? Regardez la Commission de Bruxelles. Le rejet, ô combien dangereux, de l'Europe ne vient-il pas de cette accumulation de pouvoir dans une instance trop compliquée pour le citoyen? Est-il bien nécessaire de transférer autant de décisions aux intercos? Faisons un rêve, que le partage des responsabilités corresponde aux seuls vrais besoins. Mesdames, Messieurs les maires, on vous retire des compétences alors que vos électeurs vous tiennent encore et toujours comptable de tout. Ce n'est pas à vous qu'il faut rappeler cette vérité. Le maire, la mère et l'homme ou la femme à portée de gifle, pas le fonctionnaire du bureau 3 à 28 de l'Interco. Ce n'est pas gagner en rationalité qu'organiser l'anonymat. Je le répète, ce n'est pas gagner en rationalité qu'organiser l'anonymat, c'est accroître l'abandon. Si je prête une telle attention à ces inventions humaines qu'on appelle institutions, la raison en est que je suis un vieux de la vieille, pas seulement immortel, ce qui ne serait pas si grave, mais 30 ans conseiller d'État. Et ce n'est pas un Romanichel qu'on apprend à dire la bonne aventure juridique. Regardez l'Île-de-France, j'ai peur. Pauvre Grand Paris, bien trop petit et morcelé, écartelé entre sa capitale, son agglomération et sa région. Je me suis promené dans beaucoup de villes, j'ai écrit un livre sur 200 villes du monde. On peut déjà prévoir les difficultés de cette Île-de-France pour lutter contre les autres métropoles du monde qui sont directement ses concurrences. Deuxième exemple, l'eau. Tous les gens quelque peu informés savent que cette ressource va devenir rare. Oui, rare. Et aussi chez nous. Ce n'est pas un risque exotique. Je reviens de la Garonne, où j'ai passé une semaine entière avec les maires, les présidents de région. Eh bien, figurez-vous qu'elle s'assèche. Et savez-vous qu'à ce propos, nous avons évité le pire partout dans le monde. On nous envie le découpage de notre territoire en 6 agences correspondant exactement à la géographie de nos fleuves. Eh bien, un projet fou nous menaçait. Rapatrier ces agences de terrain en une administration centrale. La justification de cette fière idée stupide était double. À Paris, on saura mieux. De Paris, on dépensera moins. La France étant ce qu'elle est, ayant été construite de la manière que l'on sait, la tentation du retour au jacobinisme est toujours là et il faut toujours la combattre. Un jacobinisme d'ailleurs dont Paris ne détient pas le monopole. Vous connaissez la belle définition:
Qu'est-ce qu'un Girondin? C'est un Jacobin qui vit en province. Troisième exemple, et là je vais aussi parler du sport, parce que je suis sportif raté. Ah si, ça franchement vous me verriez. Voilà. Troisième exemple, les emplois aidés. Je préfère les qualifier d'aidants. C'est vrai, ils n'aboutissent pas toujours, ils n'aboutissent pas souvent à des emplois pérennes et complets. C'est vrai, ils ne peuvent survivre sans subvention. Mais pourquoi, d'un bout à l'autre de la France, d'un bout à l'autre de notre société, pourquoi tous les emplois devraient-ils être de même nature? Pourquoi ne pas reconnaître que certaines personnes n'ont ni la volonté, ni la capacité d'occuper de vrais emplois? Mais sans ces emplois aidants, bien des services ne seront plus rendus, notamment celui d'encadrer les bénévoles. Je vais prendre l'exemple de mes chères bibliothèques. Vous avez 38 000 professionnels statutaires, vous avez 100 000 bénévoles et vous avez 50 000 emplois aidants. Si j'ai plus les emplois aidants, j'ai plus les bénévoles et un bon tiers de ces structures essentielles pour tisser les liens dans nos communautés s'effondrent. J'ai rencontré 4 patrons de fédérations sportives, ils m'ont dit exactement la même chose. Si vous avez plus de clubs sportifs, si vous avez plus de médiathèques, qu'est-ce qui reste? Continuons l'enquête. Je veux dire, abordons quelques questions qui dérangent. Parmi toutes les vérités que j'ai entendues de vous, permettez-moi de vous dire que se glissent quelques contradictions qui, avouons-le, ne sont pas négligeables. Si, mesdames et messieurs les maires, vous refusez la dépossession qu'impliquent les intercos, pourquoi ne pas choisir vous-même le bon périmètre d'une action efficace? En d'autres mots, pourquoi êtes-vous si peu nombreux à décider de vous rapprocher en créant des communes nouvelles? Et qu'importe si l'administration vous impose un modèle, inventez le vôtre qui garde aux anciennes communes leurs identités, mais en les rassemblant dans un projet partagé. Vous savez comme moi que le mouvement des naissants s'essouffle. 560, il y en a 200 encore en projet. Ça fait 760, si je sais compter, sur 36 000 communes. Dans toute la France, seulement à peu près moins de 800 communes. Pourquoi ces timidités? Pourquoi, en France, les incitations et le bon sens sont-ils rarement suffisants? Et on s'étonne que l'État se voit obligé de prendre le relais en multipliant les règles. Deuxième alerte. Si l'eau, je vous l'ai dit, risque de bientôt nous manquer, certains déserts n'ont pas attendu pour gagner nos centres-villes. Des déserts qui ne doivent rien à l'évolution du climat, et tout à des décisions humaines, trop humaines. J'ai 10 exemples partout, et notamment dans ma chère Bretagne, et notamment dans ma chère ville de Les Ardrieux. Acceptez qu'un ami vous le dise. J'ai vu presque partout, de mes yeux vus, des maires céder à la facilité de la disponibilité foncière pour accepter qu'un à un déménage leur commerce vers les périphéries. Résultat, un vide qui s'installe au cœur, un vide où prospèrent bientôt toutes sortes d'engences peu recommandables. Résultat du résultat, des habitants chassés de chez eux et une ville privée de son âme et des citoyens floués. Une nécessité ne se résume pas à la taille de ses parkings. Jacques Mézard avait lancé la plus urgente et nécessaire des initiatives, Action Cœur de Ville, j'y participe, longue vie à elle, lorsque le cœur se meurt. Pardonnez-moi, mais c'est l'ambassadeur de l'Institut Pasteur qui vous le dit. Lorsque le cœur se meurt, pas besoin de longues études médicales pour savoir que la fin est proche. Chers amis, car quoi qu'académicien, je sais aussi parler au féminin. 2 mots encore à une question. Les 2 mots sont les suivants. Et ils résument ma conviction. L'absolue nécessité des corps intermédiaires. La déraison principale de notre modernité, c'est l'impatience. La volonté du contact direct,
le syndrome de l'enfant gâté qui veut tout, tout de suite, avant, à peine rassasié, de réclamer autre chose. Comme le dit la philosophe Barbara Cassin, qui vient de rejoindre notre Académie française, notre régime est une démocratie des clics et des tweets. Eh bien, justement, les clics et les tweets sont l'inverse de la vraie vie. La vraie vie qui, au contraire, est œuvre de continuité, continuité dans l'espace, continuité dans le temps. À eux les clics, à vous les claques. Redoutons la dictature de l'immédiat. Et je ne parle pas seulement du risque d'être emprisonné par les chaînes de l'actualité permanente. Que veut dire immédiat? C'est un monde sans médiateur, de même qu'une personne immature est une personne privée de maturité. Et aujourd'hui même, à Marrakech, 3000 maires d'Afrique se réunissent pour que dire dans leur société en pleine mutation, il y a la nécessité de ces corps intermédiaires les plus près du terrain. Voulons-nous vraiment avancer vers une société du face-à-face, avec d'un côté le pouvoir, quels que soient les habitants des palais, et de l'autre, non pas le peuple, mais une foule hétéroclite d'individus perdus, rassemblés de temps à autre à l'appel de réseaux pour clamer des revendications souvent tout à fait légitimes, mais aussi contradictoires. Seuls les corps intermédiaires sont capables de fabriquer assez de synthèse pour que le dialogue remplace jour après jour une suite chaotique d'affrontements. Écoutez bien, quand vous dites inter et médiaire, vous répétez ces deux morceaux de mots, car il veut dire exactement la même chose. Comme si, en redoublant le sens, la langue française, dans sa vieille sagesse, voulait nous faire comprendre la nécessité de cette catégorie particulière d'êtres humains qui portent le dialogue quotidiennement pour fabriquer du collectif. Les corps intermédiaires, c'est vrai, n'ont plus le monopole de l'expression, mais un corps est plus qu'un réseau, et un groupe de réseaux ne forme pas une société. À jeter, pour céder au mauvais génie d'une modernité hâtive, à jeter les corps intermédiaires dans l'eau du bain, nous risquons de le payer cher, très cher en incohérence, très cher en violence. Pour finir, une question qui est aussi une devise et le nom des bateaux choisis par l'explorateur d'épaule Jean-Baptiste Charcot, pourquoi pas? Dans mon voyage en France, j'ai découvert des dizaines et des dizaines d'initiatives magnifiques. Impossible de les saluer toutes, et avec Jean, on a été des reporters. On a vu dans la commune nouvelle de Bois d'Anjou la création d'un drive qui propose des produits locaux. On a vu entre Tours, Poitiers et Châteauroux, dans le parc naturel de la Brenne, une communauté de communes qui s'engageait dans la transition numérique, très en avance. On a vu dans les grands causes de formidables initiatives de mobilité alternative. On a vu partout des territoires zéro chômage. Et on se demande pourquoi ne pas les multiplier. Chacun sait que pour toutes les raisons, mieux vaut offrir un emploi qu'une allocation. Alors, votre congrès l'est déjà. Il pourrait l'être bien plus encore. Le grand rendez-vous du pourquoi pas. Cette commune a tenté ça et l'a réussi. Eh bien, pourquoi pas chez moi? À toutes les échelles, la personne, la famille, la commune, la nation, l'Europe, seuls les projets fédèrent. Seuls les projets font taire en nous les passions mauvaises. Mesdames et messieurs les maires, vous êtes ceux, celles qui réparent, je vous l'ai dit, ceux et celles qui réparaient les vivants. Mais réparer n'est pas suffisant. Une commune n'est pas qu'une infirmerie. Ce doit d'abord être une pépinière. Vous l'êtes déjà, mais devenez-le plus encore, des fabricants de possibles. Faites-le savoir à qui de droit et d'abord à vous-même. Tant que j'aurai des forces, je serai votre petit reporter, et permettez-moi ce jeu de mots, votre petit reporter, Terre de Jeux 2024. Merci. Merci. Ah. Le petit reporter est grand ambassadeur aussi, hein.
ambassadeur des maires. Et puis ce travail qui va continuer à travers le comité de réflexion sur la commune du 21e siècle et tous ces éléments et tous ces messages que vous avez passés cet après-midi. On va marquer une petite pause avant le début de la séance officielle de clôture du congrès. Et donc d'ici quelques minutes, nous allons pouvoir passer au deuxième temps de cet après-midi, à savoir la séance officielle de clôture de ce 101e congrès des maires et présidents d'intercommunalité.